Merci à vous tous de me faire l'honneur de m'accueillir pour la deuxième fois de l'année dans votre haute institution. Et donc je vais essayer de vous brosser un historique du monde des chirurgiens avant la création de l'Académie royale en 1731. Comme toujours, lorsque l'on étudie un corps, lorsqu'on étudie un statut d'une profession à travers les siècles, on a une vulgate d'un côté et puis on a une réalité de l'autre. On a donc dans cette vulgate des idées fausses, et la première de ces idées fausses, c'est que le chirurgien pratique un métier, donc ça c'est vrai. Un métier manuel, c'est encore plus vrai, c'est étymologiquement vrai, bien entendu, et c'est un art mécanique par rapport au médecin sous Henri IV ou sous Louis XIV, qui appartient dans les archives, effectivement, aux gens de savoir, alors que le chirurgien appartient forcément à un groupe qui est le groupe majoritaire de la société, qui est le tiers-état, et comme il exerce un art mécanique, ce serait un roturier, et finalement le chirurgien serait proche du barbier, d'où le statut de chirurgien-barbier, qui l'éloignerait de celui de médecin. Quand on regarde dans les archives les chirurgiens et les médecins des 16, 17, début du XVIIIe siècle, avant 1731, on s'aperçoit en fait que le nombre de médecins anoblis est à peu près semblable au nombre de chirurgiens anoblis. Quand vous regardez le docteur Daquin, bon, Daquin est anobli en 1669, il est médecin. Vous regardez le docteur Cochon-Dupuis qui a créé l'école d'anatomie de Rochefort en 1704, il est également anobli. Mais quand vous regardez Maréchal, que vous connaissez bien évidemment, il a été anobli en 1707 lui aussi en tant que chirurgien. Quand vous regardez Félix, qui s'est illustré lors de l'opération de la fameuse fistule anale de Louis XIV en 1686 et qui a été anobli en 1690, vous avez autant de chirurgiens qui entrent dans le second ordre, c'est-à-dire la noblesse, que de médecins. Et il n'y a donc pas forcément cette appartenance purement roturière qui qualifierait et qui réduirait les chirurgiens à un état roturier, un état du second ordre. La deuxième idée fausse, et elle a été évoquée d'ailleurs l'autre jour par Henri Judet lors de l'assemblée solennelle, les chirurgiens auraient souffert, vous l'avez bien dit d'ailleurs, d'un statut inférieur par rapport aux médecins, et tout dépend évidemment des archives. Comme toujours, si on fait de l'histoire à partir des ordonnances, à partir des édits, à partir des textes, si on lit Guy Patin, bon, qui a une certaine, qui regarde un petit peu les chirurgiens de haut, qui les regarde un petit peu comme ignorants, si on lit Rabelais, si on lit des sources imprimées, on a effectivement cette idée d'un médecin qui avait un statut supérieur. C'est ce que disent les ordonnances. Alors quand vous regardez dans les cérémonies publiques, par exemple, sous l'Ancien Régime, le chirurgien doit être assis sur une chaise et non pas dans un fauteuil. Le fauteuil est réservé donc aux médecins. Le chirurgien serait un auxiliaire de santé, et on voit des avantages qui sont réservés aux médecins par rapport aux chirurgiens. Par exemple, en 1552, l'exclusivité du corps des suppliciés était réservée par édit d'Henri II aux médecins. Et les chirurgiens ne pouvaient donc pas utiliser leur scalpel sur les corps des suppliciés. Et cet édit a été renouvelé par Louis XIII en 1632. Mais néanmoins, dès le XVIe siècle, vous voyez en 1592, donc un édit d'Henri IV qui permet au maître barbier, au maître chirurgien, de panser à posthume, plaies, ulcères, fractures, dislocations, et autorise le chirurgien à s'intéresser aux compositions des médicaments, excusez-moi, merci, et autre chose conservant la santé du corps humain. Et donc, dès le XVIe siècle, le chirurgien bénéficie d'un statut qui fait de lui un personnage à part entière du corps de santé, à peu près à statut presque égal du médecin,
mais également d'autres catégories qui sont en train de progresser, par exemple les apothicaires, et notamment les apothicaires entretenus. Si vous regardez ces chirurgiens, ils siègent, par exemple, dans les jurys où l'on recrute des médecins. Donc les chirurgiens majors, en particulier dans les ports, siègent sous Louis XIV dans ces jurys. Et il n'y a pas d'énormes différences de statut, ne serait-ce que pour des raisons familiales. Vous venez d'évoquer la figure d'un grand maître du XXe siècle en disant dans sa biographie chirurgien, fils d'un pharmacien chimiste. On est là dans une tradition d'Ancien Régime et on est là dans une carrière typique des XVIe ou XVIIe siècles. Si vous regardez Jean Héroard, que vous connaissez tous certainement, qui est le célèbre médecin mort au siège de La Rochelle de 1628, qui a écrit ce fameux journal de l'enfance de Louis XIII au jour le jour, qui a été édité il y a une quinzaine d'années par le regretté Pierre Chonu et Madeleine Foisil. Eh bien, Jean Héroard, il est fils d'un chirurgien, une fois docteur en médecine de la faculté de médecine de Montpellier. Il commence sa carrière comme vétérinaire des écuries de Charles IX. Il devient ensuite médecin par quartier, c'est-à-dire par trimestre d'Henri III. C'est d'ailleurs lui qui a fait l'autopsie du corps d'Henri III lors de son assassinat. Puis il devient médecin particulier, médecin ordinaire d'Henri IV, puis médecin ordinaire de Monseigneur le Dauphin, futur Louis XIII, et enfin médecin de Louis XIII. Si vous regardez un deuxième exemple, le docteur Nicolas Lemery, qui est docteur en médecine de l'université de Caen, eh bien, avant de passer son doctorat en médecine, il a commencé par être apothicaire. Merci. Si vous regardez maintenant le grand chirurgien Exmelin qui s'est illustré donc auprès des flibustiers aux Antilles, eh bien, il a été chirurgien aux Antilles avant d'être reçu docteur en médecine à Amsterdam en 1679. Et le grand Théophraste Renaudot, qui a créé en partie la presse, les bureaux d'adresse, la première publicité, eh bien, avant d'achever ses études de médecine à Montpellier, il a commencé par étudier la chirurgie à Paris, où il a créé son fameux dispensaire dans l'île de la Cité, qui était gratuit pour les gens besogneux et qui était payant uniquement pour les riches. Alors la chirurgie, il est évident qu'au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, elle souffrait d'un milieu, d'un contexte qui était extrêmement difficile pour l'ensemble du corps médical. Il faut bien voir que le mot propre, par exemple, l'adjectif propre, le mot propreté, ne sont même pas indiqués dans le dictionnaire de Furetière en 1690. Le terme d'hygiène ne signifie pas la même chose qu'aujourd'hui. Et on est évidemment, à l'époque dite moderne, 16e, 17e, 18e, dans un monde où les gens croient beaucoup aux astres, croient beaucoup aux divins. Et ce XVIIe siècle, le siècle du microscope, c'est le siècle où Louis XIV est toujours un roi thaumaturge qui guérit, entre guillemets, 2000 scrofuleux en 1654, au moment de son sacre, le jour de son sacre. Il faut bien voir que ce siècle qui voit la naissance, si je puis dire, la découverte en tout cas du spermatozoïde en 1677, eh bien c'est un siècle où l'on croit, et on le croit encore longtemps jusqu'à la Révolution, que si un couple est stérile, c'est tout simplement parce que la femme est sorcière, et on voit bien dans les archives qu'une veuve sans enfant a énormément de mal à se remarier au XVIIe et XVIIIe siècle, parce qu'elle est forcément habitée par Satan, par Belzébuth, et l'idée d'une stérilité masculine, évidemment, n'existe pas. Donc on est dans un monde sans hygiène, où la propreté, où l'hygiène sont extrêmement rares. On a les lettres d'Henri IV qui écrit à Gabrielle d'Estrées, sa maîtresse parmi d'autres, « J'arrive, mamie, surtout ne vous lavez pas ».
On a les témoignages d'un Louis XIII dont on a lavé les jambes et qui a eu son premier bain de pied grâce au docteur Héroard à l'âge de 7 ans. On est à une époque où Louis XIV se lave les mains et le visage tous les matins avec de l'esprit de vin, et même si Louis XIV sait nager, il ne prend pas de bain particulier dans la semaine ou dans... Je ne vais pas vous faire un historique de la chirurgie depuis le Moyen-Âge, je ne suis pas du tout compétent pour le Moyen-Âge. Il est évident que dès 1188, dans le futur Hôtel-Dieu de Marseille, les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ont créé une structure avec un médecin et un chirurgien dès 1188. Au XIVe siècle, à Marseille, cet Hôtel-Dieu, donc l'hôpital du Saint-Esprit, avait engagé un chirurgien pour 63 lits d'hommes, 27 lits pour les femmes. Donc un chirurgien pour 90 malades. 90 lits, mais pas forcément 90 malades. Vous savez tous évidemment qu'au XIVe, XVe, XVIe et jusqu'au XVIIe siècle, les hôpitaux gardaient surtout les vagabonds, gardaient souvent les mendiants, et on voit qu'au XVIe siècle, ces lits sont très peu utilisés. À l'hôpital de Marseille en 1502, il n'y avait que 2 malades hospitaliers. Les chirurgiens, néanmoins, sont nombreux. On a 4 chirurgiens. Je ne veux pas dire qu'ils exercent tous en même temps à l'Hôtel-Dieu de Marseille. Ils exercent par quartier, donc 2 trimestres. 200 de gens à qui la chirurgie, et vous, 3 ou 4 siècles après, vous devez beaucoup de choses. Ce sont les chirurgiens de marine, ce sont les chirurgiens des armées. Dès 1570, on a le lieutenant général des galères, qui est monsieur de... à cette famille très illustre des Forbins qui ont permis le rattachement de la Provence à la France. Eh bien, Forbin mentionne à bord de ces galères en 1570 des chirurgiens qui auront la charge du traitement des malades, auxquels les capitaines seront tenus de faire donner potage, c'est-à-dire les bouillons de poule, chair, c'est-à-dire la viande, rafraîchissement, c'est-à-dire les vivres, et les médicaments, selon leur jugement. Et ce chirurgien est loin d'être ce que l'on appelle un chirurgien du siècle, et ces chirurgiens royaux doivent examiner la suffisance des chirurgiens et barbiers particuliers qui seront sur chacune galère. Et il devra visiter de mois en mois, et plus souvent s'il est besoin, en chacune galère, si les drogues et médicaments y nécessaires y seront, ou s'il conviendra de les renouveler. Et ces chirurgiens de marine, ils ont fait progresser la chirurgie beaucoup plus évidemment, ou dans les villages à plus forte raison, parce que sur un bateau ou sur une... il y a énormément de monde. Quand vous allez par exemple au Musée national de la marine, vous voyez une maquette de vaisseau, vous avez en général entre 74. Pour savoir combien il y a d'hommes à bord, il suffit de multiplier par 10 le nombre de canons. 74 canons, donc à peu près 800 matelots. 110 canons, vous avez 1100 à 1200 personnes. Et à l'issue d'un combat, et ça, je l'ai trouvé des milliers et des milliers de fois dans les archives, qui sont toujours plus intéressantes que les ordonnances et les édits, et bien sur 1000 hommes, vous avez à peu près 300 blessés. Et par conséquent, ces chirurgiens de marine, dès le XVIe siècle, font des travaux extraordinaires avec les amputations, les bras, les jambes, retirer un œil, et on voit donc des officiers, le grand-oncle de par exemple, dont il ne reste, si je puis dire, que la moitié à la fin de sa vie, lorsqu'il a 83 ans, parce qu'il a perdu un bras à une guerre sous Louis XIV, une jambe à une autre guerre sous Louis XIV, et un œil à la dernière guerre, toujours sous Louis XIV. Et donc ce monsieur de Ravenel de Boiteilleul, il ne reste qu'une partie du corps, et il meurt en activité comme commandant du Port-Louis à 83 ans, en 1753. Alors ces chirurgiens, ils existent dès le XVIe siècle,
ils existent à bord des galères, ils existent à bord des vaisseaux, ils existent aux colonies, et ceux qui exerçaient aux colonies avaient d'ailleurs un véritable avantage, parce que les navires négriers transportaient jusqu'à 900 noirs par bateau à la Martinique et à la Guadeloupe. On vendait ces 900 noirs par lot, par 10 en général, et non pas d'une façon individuelle, parce que les premiers acheteurs auraient acheté les plus beaux, les plus jeunes, les plus costauds. Un noir, ça coûte 2000 livres au XVIIe siècle, c'est-à-dire l'équivalent de la solde annuelle d'un capitaine de vaisseau. Donc c'est un homme qui coûte extrêmement cher, et donc on les vendait par lot, ceux qui étaient en bon état et ceux qui arrivaient en mauvais état. Malheureusement, ils arrivaient en très très piteux état. Personne ne, c'est-à-dire 200 à 300. Une plus-value tout à fait intéressante en les revendant 15. Donc ces médecins des colonies, comme Exmelin par exemple, eh bien, au XVIIe siècle, se sont parfois enrichis de cette façon-là, qui à l'époque, évidemment, ne choquait pas. Alors, si vous regardez tout ce que vous devez à l'époque d'Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, eh bien, les chirurgiens aux armées, en particulier à partir de 1593, avec la création du deuxième Hôtel-Dieu de Marseille, avec la création d'un hôpital militaire à Amiens dès 1597, eh bien, Henri IV a beaucoup développé les chirurgiens aux armées, et notamment l'hôpital d'Amiens est une préfiguration, 75 ans avant sa création, du fameux Hôtel des Invalides qui sera créé par son petit-fils Louis XIV en 1671. Sous Louis XIII, vous avez un chirurgien connu qui est le chirurgien Bontemps, qui est le père de ce fameux Jean-Baptiste Bontemps, premier valet de chambre du roi sous Louis XIV, qui a joué un très grand rôle à la cour. Et Louis XIII a multiplié les chirurgiens dans les hôpitaux militaires, dans toutes les places frontières, à Calais, à Pignerol, à Brouage et à Marseille. On voit que les chirurgiens, dès 1620, ont un statut de véritables notables, puisqu'ils appartiennent au même titre que les échevins sortis de charge et que les médecins du port. Ils appartiennent au bureau de santé qui est créé par Louis XIII en 1622. En 1629, Louis XIII a multiplié les chirurgiens qui suivent les armées, un pour 20 000 hommes, évidemment c'est relativement modeste, et Richelieu a beaucoup fait progresser les chirurgiens et les hôpitaux militaires en écrivant 2000 soldats sortant guéris de l'hôpital et en quelque sorte rompus au métier sont plus utiles que 6000 recrues nouvelles. Donc on va penser, on va essayer de guérir, on va essayer de remettre sur pied un très grand nombre d'hommes. Richelieu est l'auteur des premiers navires hôpitaux qui ont été mis à partir de 1634. Ce sont des flûtes qui suivent les armées aménagées en hôpital de campagne. À leur bord, on a des chirurgiens avec leurs coffres de chirurgie, des remèdes, des lits, et ils opèrent, peuvent, soit sur la flûte hôpital, les blessés peuvent être transportés des chaloupes garnies, soit à bord des vaisseaux, avec les moyens du bord bien choisis. Ils opèrent sous la cuisine, par les tables recouvertes de métal sont recouvertes de zinc. Ils opèrent aussi dans une partie de bâtiment qu'on appelle au-dessus des archipompes, aussi au-dessus des barriques, et à partir de 1692, cette partie du navire qui se trouve au-dessus des barriques remplies d'eau va prendre le mot d'amphithéâtre en vertu d'un édit de 1692. Alors on dit souvent les chirurgiens étaient des barbiers, mais dès 1637, les barbiers perruquiers se sont détachés de la corporation des barbiers chirurgiens.
les barbiers perruquiers étaient des gens qui étaient très aisés, qui faisaient des perruques que l'on vendait très cher depuis que la calvitie de Louis XIII les avait mises à la mode. Ces perruques se sont multipliées, y compris dans le clergé, avec des abbés que l'on appelle les abbés perruqués dans les années 1690. Et dès 1637, les barbiers perruquiers sont donc une corporation à part avec un bassin blanc, alors que les barbiers chirurgiens ont un bassin jaune. Et ces barbiers perruquiers ont une enseigne au-dessus de leur boutique. Séant, on fait le poil et on tient bain, et ils sont aussi baigneurs et tuvistes. Richelieu a beaucoup fait progresser le corps des chirurgiens, notamment les chirurgiens des vaisseaux et les chirurgiens des ports. Et la première hydrographie qui a été publiée en France en 1643, qui est l'hydrographie du père Fournier, père jésuite, insiste beaucoup sur la nécessité de ces chirurgiens à bord des navires. Celui des souverains, alors vous pensez tous évidemment à Louis XV à cause de l'Académie de chirurgie en 1731, mais l'Académie de chirurgie, c'est une consécration plus qu'une valorisation. Le métier de chirurgien, celui qui l'a énormément valorisé, c'est Louis XIV, évidemment. C'est Louis XIV qui l'a valorisé lorsqu'il a commencé son règne personnel en 1661. Avant 1661, on voit des innovations. On voit apparaître le terme de coiffeur. Le terme de coiffeur qui se détache donc de chirurgien barbier apparaît dans les archives en 1655. 1655, les chirurgiens et les chirurgiens barbiers. Alors ça me continue à me poser problème parce que je ne vois pas tellement le distinguo entre barbier chirurgien et chirurgien barbier, et il les a placés en 1655 sous l'autorité du premier barbier du roi. 15 ans après, il les mettra sous l'autorité du premier chirurgien du roi, et on voit donc la progression de ce métier de chirurgien. Alors tant que Louis XIV n'est pas au pouvoir, tant que Mazarin règne, disons, jusqu'à sa mort en 1661, le statut effectivement du chirurgien est un statut qui, dans les écrits, mais dans les écrits et ordonnances seulement, pas dans l'esprit du peuple, qui, dans les écrits, est inférieur. En 1660, un arrêt du Parlement interdit aux chirurgiens de prendre les qualités de bachelier, licencié, docteur. Ils doivent se qualifier d'aspirants et de maîtres. Ils doivent s'intituler communauté et non collège. Ils ne doivent pas porter la robe, ni le bonnet, à moins d'être maîtres S.A. Néanmoins, les proverbes disent que les meilleurs médecins se trouvent en Angleterre, les meilleurs chirurgiens se trouvent en France et les meilleurs apothicaires se trouvent en Allemagne. Donc la Vox Populi s'inscrit en faux contre ce statut d'infériorité de la corporation de 5 hommes. Une fois que Louis XIV est au pouvoir, à partir de 1661, après la mort de son parrain Mazarin, on voit apparaître les chirurgiens accoucheurs. Pour la première fois, en 1663, Louis XIV fait appel à un accoucheur auprès de Louise de la Vallière, et à partir de ce moment-là, toutes les femmes de la cour acceptent d'être accouchées par un homme et non plus par une sage-femme, parce que ce que le roi fait, on peut. Les mots changent de sens. Le mot d'avortement, par exemple, 13, c'est une fausse couche. Vous voyez Louis XIII qui dit malheureusement, l'avortement devient synonyme d'infanticide, puni de mort à la fin du règne de Louis XIV. Autre apparition, en 1669, les chirurgiens dentistes. Les chirurgiens dentistes payés, les chirurgiens dentistes de Louis XIV gagnaient 5 400 livres par an, c'est-à-dire autant qu'un officier général, autant qu'un contre-amiral aujourd'hui. Ces chirurgiens dentistes n'étaient pas tous très bons, l'hygiène dentaire évidemment n'existait pas, et vous savez que l'un d'eux, en faisant l'extraction d'une molaire de Louis XIV, lui a arraché du palais. La bouche du roi a suppuré pendant plus de 40 ans, et vous savez aussi que Louis XIV, à 45 ans, n'avait plus une dent. Lorsque Madame de Maintenon a épousé le roi en 1683,
parce qu'on ne l'entend que dans les films de François Chandernagor, finalement, eh bien, Madame de Maintenon écrit « Le son s'en est allé avec les dents. À 48 ans, elle n'a plus une dent non plus ». Dans les années 1670, les progrès de la chirurgie augmentent avec la création du chirurgien-major entretenu. En 1676, apparaît un type de chirurgien qui me vaut d'être là aujourd'hui, puisque c'est en parlant d'eux avec Henri Bismuth qu'a germé l'idée de cette conférence. Ce chirurgien de Marseille a obtenu, en 1676, le droit de nommer elle-même les échevins de Marseille, donc le maire, le premier adjoint et les conseillers municipaux, ont obtenu le droit de créer des pestes en faisant venir des étudiants qui n'avaient s'ils survivaient, bien entendu, à la contagion, ce statut. Alors, si vous voulez, avant 1731, je ne vais pas faire trop long, donc je dirai simplement encore quelques mots. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur les chirurgiens, vous avez les deux grandes ordonnances, celle de la marine de 1681, qui crée une hiérarchie, les chirurgiens de métier, les chirurgiens apprentis, les chirurgiens aventuriers, ceux qui partaient par exemple aux Antilles. Ce qui a beaucoup joué en faveur de la chirurgie, ça a été la mort de la reine Marie-Thérèse en 1683, où le docteur Daquin a voulu soigner la reine en tant que médecin, alors que Fagon aurait voulu une incision, puisqu'il s'agissait d'un abcès. Et donc Daquin, médecin du roi, s'étant opposé à l'incision, la reine est morte. Et à partir de ce moment-là, Louis XIV fait de moins en moins confiance aux médecins et de plus en plus confiance aux chirurgiens. Surtout en 1686. 1686, c'est la fameuse opération de la fistule anale de Louis XIV, c'est-à-dire les hémorroïdes, et les médecins essayent de soigner pendant 11 mois Louis XIV avec des cataplasmes de fèves, de seigle, d'orge et de lin, puis un emplâtre résolutif de céruse et de ciguë. On essaye ces différents médicaments sur les malades fistuleux de l'hôpital général, créé depuis 1956. Ces traitements échouent et finalement, c'est Félix qui va opérer Louis XIV avec Madame de Maintenon qui a une main d'un côté, il n'y a aucune anesthésie, et Louvois, secrétaire d'État à la guerre, qui lui tient une main de l'autre côté. Et cette opération de la fistule a été bien réussie, notamment grâce à un instrument qui apparaîtrait à ce moment-là ou qui serait perfectionné à ce moment-là, qui est le futur bistouri en 1686. Ceci a valu au chirurgien d'être anobli en 1690 et cela lui a valu un cadeau colossal, un cadeau royal de la part de Louis XIV, 150 000 livres plus la terre d'ici les Moulineaux. 150 000 livres, c'est le prix à l'époque de 3 beaux châteaux et de 3 beaux domaines. Ça représente 30 ans de solde d'un capitaine de vaisseau. En 1689, l'ordonnance de 1689 établit une hiérarchie, chirurgien-major, maître chirurgien, chirurgien, maître apothicaire, apothicaire. Et je voudrais dire 2 choses avant de conclure. On aime bien savoir, dans une société, où on se situait par rapport aux autres membres de cette société. Et donc j'ai publié il y a 3-4 ans un ouvrage qui s'appelle « La société française au XVIIe siècle », qui était mon cours d'agrégation de l'époque. Et dans ce livre, vous pouvez voir qu'en 1694, on a créé un impôt que l'on appelle la capitation. Un impôt que tous nos politiques aimeraient beaucoup. Toute personne ayant une tête paye un impôt. Donc, on a divisé la population en personnes des 600, c'est Monseigneur le Dauphin, fils du roi. Personnes des 600, ce sont les Donc, j'ai le statut du corps de santé parmi ces 600 catégories sociales sous Louis XIV, et on voit que le corps médical se situe au milieu de ces 600 catégories. C'est-à-dire que les premiers médecins entretenus sont numéro 329 sur 600. Les médecins, chirurgiens et apothicaires de Paris, on parlait de province tout à l'heure, et de région, ceux de Paris sont numéro 335, c'est-à-dire que
Ils sont suivis par les chirurgiens majors entretenus, c'est-à-dire rémunérés par le roi dans les ports, 376. 386, les médecins, chirurgiens et apothicaires des villes du premier et du second ordre, c'est-à-dire après Paris. 432, les chirurgiens ordinaires entretenus dans les ports. 476, les chirurgiens entretenus extraordinairement dans les ports. 490, les médecins chirurgiens et apothicaires des petites villes et bourgs clos. Il y a une vraie hiérarchie qui est une hiérarchie, si on est payé par le roi, entretenue. Puis ensuite Paris, les grandes villes, les petites villes, les bourgs clos. 518, les chirurgiens majors des régiments. Et pour finir, 538, les chirurgiens et aumôniers des vaisseaux marchands et corsaires, qui eux ne sont pas au service de la marine royale. Pour terminer, je dirais que l'Académie de marine, l'Académie de chirurgie, qui a été créée à peu près à l'époque où on crée justement toutes les académies, dont l'Académie de marine dans les années 1750-52, elle doit beaucoup à la grande épidémie de peste qui a eu lieu en 1720. Elle est, je crois, en partie fille de cette contagion, comme on le disait, de 1720 à Marseille, où sur 80 000 habitants, il y a eu 40 000 morts. Il y a eu, sur 23 000 habitants, 13 000 morts. Or, les chirurgiens, en 1720 à Marseille, ont fait un travail fantastique, là aussi par rapport aux médecins, ce qui a beaucoup plu aux régents, parce qu'ils approchaient, ils faisaient les incisions des bubons. Et les médecins interrogeaient les malades à 12 mètres de distance au lazaret de Marseille. Et donc, ils se maintenaient très loin, ils faisaient mettre les malades nus, ils les faisaient recouvrir ensuite de vinaigre. Les chirurgiens, avec des instruments un peu longs, allaient pratiquer les incisions. Le résultat, alors qu'il y a 50% de morts dans la population civile, il y a eu 30 chirurgiens morts sur 35. Et on a donc fait venir beaucoup de chirurgiens qui sont arrivés à Barbantane et à Aix-en-Provence et de là à Marseille, défunts. Ce sont les fameux chirurgiens qui ont bénéficié de ce statut de 1660. Jeunes gens, dont certains, et je finis, c'est l'opérateur de la cataracte,